Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de la série Comment créer son application en réalité virtuelle. Dans la session précédente, on a vu comment faire en sorte de s'organiser pour pouvoir itérer très rapidement sur le développement de son application. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir. Il y a un joli petit lien dans la description. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un autre sujet qui est comment est-ce qu'on fait pour s'organiser et concevoir, organiser son projet pour anticiper l'avenir. Parce que c'est déjà un sacré challenge d'arriver à finir sa première application. Même si ce n'est pas votre première application, ça reste quand même un sacré challenge. Et il va falloir vous dire comment faire en sorte de construire en fait cette application de manière à ce que ça soit facile ensuite de pouvoir faire des améliorations, de pouvoir corriger des bugs et potentiellement de rajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si cette série vous plaît, pensez à mettre un petit like, histoire de nous motiver un petit peu, ça serait cool. Si vous avez des questions ou des retours à nous faire, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire en dessous de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne évidemment, et sans transition, on attaque sur le contenu de la vidéo du jour. Alors, avant d'attaquer vraiment le comment anticiper le futur, je pense qu'il est important de parler du process de création de manière générale et ce qui va se passer un petit peu sur la fin du projet. En réalité virtuelle, tout comme dans le jeu vidéo de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que très rarement, on a l'idée très claire au départ de ce qu'on va faire au final. C'est-à-dire que ça n'arrive quasiment jamais qu'à l'instant T, on ait une idée très claire de ce qu'on veut faire et qu'à la fin du projet, ça soit exactement cette idée-là. Pour plein de raisons. La première, c'est qu'on ne se rend pas compte, en fait, tant qu'on n'a pas énormément d'expérience en termes de conception d'applications en réalité virtuelle, on ne se rend pas compte de la prise en main que peuvent avoir certaines interactions. Et la plupart du temps, on a des mauvaises idées. Et pour ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut les tester encore et encore et encore pour les affiner jusqu'à arriver à quelque chose qui soit correct. Pareil pour les interactions, pareil pour la façon dont l'application en elle-même va être conçue, il va y avoir une énorme période d'itération. C'est ce dont on a parlé dans une précédente vidéo. Et du coup, en fait, au fil de ces itérations, vous allez changer des choses pour arriver au produit final. Donc ça, c'est un process qui est normal, faut pas vous inquiéter. Dans le jeu vidéo, c'est énormément le cas, puisque c'est encore pire, parce qu'il y a un aspect artistique et un aspect entertainment, donc divertissement, qui fait que, en fait, il va falloir vivre l'expérience pour se rendre compte vraiment si ça marche ou si ça marche pas. C'est-à-dire que sur le papier, c'est bien, mais les idées sur le papier, des fois, quand on les met en place, eh ben, ça va pas. Donc, vous allez avoir ce process un petit peu itératif comme ça. Là où il faut faire attention pour bien arriver au bout de votre projet, c'est de ne pas tomber dans une boucle infinie de je veux faire encore une itération supplémentaire pour améliorer l'application. Parce que si vous ne vous donnez pas des limites qui sont bien claires, le risque qu'il y a, c'est que du coup, vous continuez d'améliorer en permanence, en vous disant que je peux faire mieux, je peux faire mieux, jusqu'au moment en fait où vous vous rendez compte que ça fait 1 an et demi que vous bossez sur votre application et au final, vous n'avez pas fait grand-chose de plus, ou pas vraiment des choses de vraiment significatives. Donc à un moment donné, il va falloir vous mettre un stop et appliquer la bonne vieille règle qui dit « fini, c'est mieux que parfait ». L'objectif, c'est pas de faire la meilleure application du monde, c'est qu'elle soit terminée, qu'elle fonctionne, même si elle est améliorable, c'est pas grave, qu'elle fonctionne et que du coup vous puissiez la publier. Ça va vraiment être la première étape. Une fois que vous avez fait ça, et bien là, du coup, vous allez pouvoir vous poser, potentiellement récupérer des retours des utilisateurs ou des joueurs pour commencer à refaire votre liste de courses, des choses que vous allez pouvoir améliorer, les fonctionnalités que vous allez rajouter, que vous n'avez pas eu le temps de développer ou qu'on vous a proposé, et ainsi de suite. Une fois que vous avez, du coup, validé cette première version, vous avez mis votre coup de tampon pour dire c'est bon, c'est fini, vous allez pouvoir passer à la suite et vous dire ok, on attaque les évolutions. Donc vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une phase de maintenance corrective et évolutive. C'est le terme qu'on utilise en informatique de gestion. C'est quand on a une application qui est existante, c'est sur laquelle on va venir faire des correctifs, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, ou rajouter des fonctionnalités qui sont demandées parce que l'application elle va vivre sa vie et elle a besoin d'évoluer avec le temps. Et là, en fait, vous allez devoir faire face au code, en fait, l'application, la structure que vous avez produite sur les X mois ou années qui ont précédé la sortie de cette première version. Et c'est ce qu'on appelle gentiment, chaleureusement, le code legacy. Donc c'est grosso modo du code qu'on a écrit, qui est très vieux et qu'on ne veut plus voir, qui est horrible. Et vous pouvez peut-être vous dire que non, mais moi, je code correctement ou j'organise mes projets correctement. Gardez en tête que si vous commencez un projet le 1er janvier et que vous le finissez le 31 décembre, entre le 1er janvier et le 31 décembre, vous allez apprendre énormément de choses.
Donc ce qui fait que l'approche, la technique que vous allez avoir à la fin de l'année, ça va pas du tout être le même que celle que vous aviez au début de l'année. Donc mécaniquement, 100% des gens génèrent ce qu'on appelle du code legacy, qui est du code qui est un petit peu pourri et qu'on n'a plus envie de voir. Et ça va être très problématique par rapport à votre projet parce que c'est un énorme frein à tout ce qui va être évolution, correction de bugs par rapport à votre application. Si vous avez développé quelque chose que vous avez envie de faire vivre dans le temps, par exemple avec des packs d'extensions ou du nouveau contenu, etc., et ben dites-vous que en fait, vous allez devoir vous traîner cette espèce de boulet du code legacy ou du projet legacy qui fait que en fait, ça va vous ralentir parce que au moment de la conception, vous n'avez pas mis en place les choses qui vont vous permettre, au contraire, dans le futur, de pouvoir facilement mettre à jour, de pouvoir facilement corriger des bugs et de rajouter du contenu facilement et ainsi de suite. Donc c'est typiquement l'objet de cette vidéo, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire tout ça. Donc dans l'ensemble, vous allez pouvoir appliquer 3 principes qui sont assez représentatifs et qui pour le coup peuvent être utilisés pas que dans de la réalité virtuelle, c'est-à-dire que là on va vraiment parler d'une approche en termes de structuration de manière générale en applicatif, donc que ce soit pour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, pour du développement web, pour du desktop, mobile, peu importe, c'est vraiment général par rapport à tout ça. Donc on va parler de 3 principes que vous pouvez appliquer dès le départ dans votre projet pour faire en sorte que ça vous facilite la vie à l'avenir quand vous allez rentrer dans cette phase d'évolution, de maintenance et ainsi de suite. Le premier concept que vous allez pouvoir appliquer, ça va être celui de la responsabilité unique. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand vous allez écrire un composant, que vous allez créer un composant, il va falloir que vous fassiez en sorte que ce composant il fasse une seule chose. Une seule, et pas plus, juste une. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que vous êtes dans un projet de jeu et que vous créez, je sais pas, un composant player. Et que dans ce composant player, vous stockiez le score, que vous stockiez la vie du joueur, que vous stockiez son inventaire, que vous stockiez, je sais pas, son équipement, et ainsi de suite. En fait, vous allez vous retrouver à avoir un seul script qui a énormément de responsabilités qui sont différentes. Et au final, vous allez vous retrouver à avoir un énorme paquet comme ça. Et dès que vous allez avoir besoin de faire une modification, vous allez risquer de casser une autre fonctionnalité. C'est-à-dire que quand vous allez, je sais pas, corriger un bug sur la gestion de la vie du joueur, potentiellement, les modifications que vous allez faire vont avoir un impact sur l'inventaire, qui n'a absolument rien à voir. Et malheureusement, c'est ce qui arrive quand on a des composants qui n'ont pas une responsabilité unique. Parce que du coup, on a plein de choses qui sont mélangées, et forcément si c'est mélangé, c'est du code qui est lié d'une manière ou d'une autre, donc il y a un risque. Donc le premier principe, ça va être de vous dire, quand je crée un composant pour mon application, c'est de faire en sorte que ce composant, il fasse une seule chose, et de préférence qu'il le fasse bien. Donc si vous partez sur le principe que un composant fait une seule chose, du coup, ça va vous permettre de mieux compartimenter qui fait quoi. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de modularité. Si vous avez besoin d'ajouter une nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir créer un nouveau composant. Si vous avez besoin de corriger, le système de vie de votre joueur, par exemple, vous allez pouvoir aller attaquer directement le composant qui gère la vie, et ça va avoir un impact sur rien du tout, puisque vous allez faire une modification juste sur votre script. Donc ce premier principe de la responsabilité unique, il est vraiment important parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir une approche beaucoup plus modulaire de votre projet. Le second principe qui découle, on va dire, du premier, ça va être l'inversion de dépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'inversion de dépendance? Une fois que vous avez un composant qui est autonome, qui est indépendant, qui a une seule responsabilité, potentiellement, il va avoir besoin d'éléments extérieurs pour fonctionner. Il va avoir besoin de dépendances, ce qu'on appelle des dépendances. C'est-à-dire que votre script ou votre composant lui-même, il va faire des actions, mais il va faire des actions potentiellement sur des éléments qui vont être extérieurs. Donc le concept de l'inversion de dépendance, c'est de dire que quand on crée un composant, ce n'est pas le composant lui-même qui va aller chercher les dépendances dont il a besoin pour travailler. Si vous prenez l'exemple de notre composant qui gère la vie du joueur, ça pourrait être de dire une des dépendances, ça va être le composant texte qui permet d'afficher à l'écran la vie du joueur. Bon, alors ça peut être un texte, ça peut être un slider, ça peut être ce que vous voulez. Voilà, on va simplifier, ça va être du texte. Si on applique l'inversion de dépendance, ça veut dire que c'est pas le composant player life par exemple qui va venir chercher sur la scène ou peu importe la façon dont c'est géré dans votre moteur, la référence vers le composant qui est censé afficher le texte. C'est pas à lui de faire ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui vienne dire je sais que toi tu es le composant qui gère la vie, je sais que toi tu es le composant qui affiche la vie, toi, le composant qui gère la vie, je vais te donner la référence vers cet élément-là. Et derrière, le composant lui-même, il va pouvoir
faire son job sans se poser de questions. Il sait qu'il a sa dépendance et il dit bah voilà, moi je calcule ma vie et je vais l'afficher là-dedans. Paf, c'est bon, je fais mon travail, c'est hyper clair, responsabilité unique et je ne m'occupe pas des dépendances. Ça c'est également très important comme concept puisque en fait vous allez pouvoir créer un composant que vous allez pouvoir réutiliser dans différents contextes. C'est-à-dire qu'un seul composant, vous allez pouvoir l'utiliser de différentes manières. Imaginez que vous faites un jeu de combat et vous avez du coup 2 joueurs. Chaque joueur a du coup sa barre de vie. Donc vous pouvez vous dire que vous allez avoir 2 scripts ou 2 composants player life, un pour le joueur A, un pour le joueur B, qui va chacun avoir son composant d'affichage de vie. Donc du coup, si c'est le composant lui-même qui gère la fiche de la vie, ça va être la merde parce que vous allez être obligé de faire 2 scripts différents, ce qui n'a aucun sens puisqu'au final, ça va faire grosso modo la même chose. Alors que si vous utilisez de l'inversion de dépendance et que pour ce script-là, vous allez lui donner la référence vers l'affichage de la vie du joueur A et que pour l'autre, vous allez lui donner l'affichage du joueur B, le composant lui-même, il va faire exactement le même job, sauf qu'il va réagir et agir sur des éléments différents. Donc encore une fois, le fait d'aborder cette approche de l'inversion de dépendance, ça va vous permettre de faire des composants qui sont vraiment autonomes, indépendants et surtout réutilisables. Donc là, ça va encore une fois aller dans le sens de la modularité. Vous n'allez pas créer un espèce d'énorme bloc qui fait le job, vous allez faire plein de petits composants que vous allez pouvoir réutiliser un petit peu de partout selon vos besoins pour faire des choses très très spécifiques. Tout ça nous amène au principe numéro 3 qui va être d'appliquer le KISS. KISS, pas comme un baiser en anglais, mais Keep It Simple Stupid, ou en français, fait en sorte que ça soit super simple pour que même un abruti puisse le comprendre. On a aussi un autre gars qui a théorisé ça, c'est le principe du rasoir d'Occam. Donc c'est un principe philosophique, je vous passe les détails, si ça vous intéresse, vous vous renseignerez plus en détail dessus, mais ce qu'il dit en général, c'est que en général, la meilleure solution, c'est la plus simple. Voilà, on peut le simplifier comme ça, c'est la meilleure solution, c'est souvent la plus simple. Et c'est typiquement l'idée derrière ce principe KISS, c'est de faire en sorte que votre composant ou vos composants soient le plus simple possible. Et si vous appliquez déjà les 2 principes précédents qu'on a vus, c'est-à-dire de faire en sorte que votre composant ait une seule responsabilité, que vous fassiez de l'inversion de dépendance, et bien derrière, en fait, ça va être assez simple au final d'écrire du code KISS qui va être très simple, puisque vous avez une seule dépendance, vous avez une seule responsabilité, c'est-à-dire que votre composant il est censé faire une seule chose. Les dépendances, elles sont données, donc vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de mécanique pour aller chercher les dépendances dont il y a besoin. Donc en fait, en théorie, rien qu'avec ces 2 points-là, ça devrait être beaucoup plus facile de l'appliquer. Mais il faut quand même le garder en tête, parce que c'est très très facile de surcomplexifier son code, ou la façon dont c'est fait, sans forcément faire exprès. C'est une erreur que je vois très régulièrement auprès des débutants en programmation, c'est on a la marge de progression et au bout d'un moment on arrive à un certain seuil où on commence à avoir pas mal de connaissances qui sont assez avancées et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On n'a qu'une envie, c'est d'utiliser ces compétences. Donc du coup on va avoir tendance à vouloir mettre en place des choses qui sont tellement compliquées pour faire des choses simples, juste pour le plaisir intellectuel en fait d'utiliser ces concepts-là qu'on a appris et qu'on maîtrise. Donc ça peut être marrant pour de l'apprentissage, mais dans le cadre d'un vrai projet, il faut vraiment se méfier de cette approche-là. Et au contraire, il faut se dire, faire en sorte de garder les choses les plus simples possibles. Alors pourquoi garder des choses simples ? Eh bien, si vous vous rappelez de cette histoire de code legacy, quand vous allez écrire du code, au moment où vous allez créer un composant ou une mécanique, au moment où vous allez la mettre en place, ça va être très clair dans votre tête, ça va être très simple, vous allez vous dire, non mais c'est évident. Laissez passer 6 mois à faire d'autres choses. Dans 6 mois, vous vous rendez compte qu'il y a un bug sur cette fonctionnalité, vous allez devoir revenir dessus. Et là, vous allez regarder votre code ou la façon dont c'est fait et vous allez vous dire « Nyeh !» Parce que même si c'est vous qui l'avez créé, en fait, vous allez avoir complètement oublié pourquoi vous l'avez mis comme ça, pourquoi vous l'avez mis en place comme ça, et pourquoi vous avez fait un truc aussi compliqué. Et du coup, vous allez perdre du temps, en fait, à essayer de recomprendre, à essayer de vous remettre dedans, de comprendre comment c'est fait et tout ça. Et ça, c'est une perte de temps et d'énergie qui est phénoménale. Alors que si vous faites un truc qui est super simple, en fait, il peut se passer 6 mois, 1 an, et que vous deviez retomber dessus, vous allez regarder votre composant, et bien, s'il a une seule responsabilité, vous allez pouvoir comprendre tout de suite qu'est-ce qu'il fait. Si les dépendances sont inversées, c'est-à-dire que c'est pas votre composant qui va chercher les dépendances, et bien du coup, ça sera très clair pour savoir qu'est-ce qui fait quoi.
Et si en plus vous avez écrit du code qui est très très simple, et ben en un seul coup d'œil, vous allez pouvoir le lire, vous allez pouvoir le comprendre, et vous allez pouvoir facilement reproduire votre bug, le corriger ou faire l'évolution que vous aviez besoin de faire dans ce composant-là. Donc faites en sorte d'écrire du code qui soit simple. C'est pas un concours, quand vous créez une application, c'est pas un concours pour gagner le prix de celui qui écrit le code le plus complexe. L'objectif, c'est vraiment de vous dire, il faut écrire du code qui serve à quelque chose, et qui serve à quelque chose à l'instant T, pas peut-être dans 6 mois. Donc quand vous avez besoin d'écrire un composant qui doit faire un truc précis, codez ce qui fait ce truc précis. Ne cherchez pas à faire le café, garder au frais dans le frigo, faire le micro-ondes, et ainsi de suite. C'est pas l'objet. Faites des choses qui soient simples. Appliquez le principe KISS. Comme je suis sympa, je vous ai préparé un quatrième principe que vous pouvez appliquer. Donc ça, c'est plutôt avancé, donc je vous le mets en bonus quand même. C'est le fait d'utiliser des tests unitaires. Alors un test unitaire, c'est quoi? Ça va être le fait de pouvoir tester de manière automatisée des fonctionnalités dans votre application. Donc ça va être de vous dire que, certes, vous allez avoir votre fonctionnalité qui fait quelque chose, mais d'avoir un autre code à côté qui va pouvoir être utilisé par un système automatisé pour venir tester chacune des fonctionnalités de votre application. Donc au final, on peut se dire que c'est du temps de perdu, vous allez écrire 2 fois du code pour la même chose, mais ça a quand même un avantage qui est quand même assez intéressant, dans le sens où si vous avez plein de fonctionnalités dans votre application, vous allez pouvoir créer les tests associés et faire en sorte de pouvoir vérifier très facilement et très régulièrement que toutes vos fonctionnalités fonctionnent toujours comme attendu. C'est-à-dire que vous allez, dans votre test unitaire, vous allez venir décrire comment est-ce que la fonctionnalité est censée réagir. Vous allez créer un contexte et lui dire, dans tel contexte, mon composant est censé réagir comme ça. Dans tel contexte, mon composant est censé réagir comme ça. Et l'avantage, c'est que, contrairement à un test humain, où vous allez devoir essayer de trouver, de vous mettre dans une condition pour reproduire un cas particulier, etc., où là, c'est très aléatoire dans l'aspect reproduction, et là, vous allez pouvoir dérouler de manière automatisée la vérification du comportement de vos différentes fonctionnalités. Et ça, c'est d'autant plus intéressant quand vous avez des applications qui commencent à être très très grandes. Alors, ça fait beaucoup de choses à mettre en place, et si au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes plutôt à la fin de votre projet, vous devez probablement en train de vous dire « Oh mon Dieu, il faut que je refasse toute mon application ». Alors, rassurez-vous, c'est une approche et des principes que vous pouvez mettre en place après un développement initial, même si ces principes-là n'ont pas été appliqués depuis le départ. Si vous pouvez les mettre en place dès le début, c'est encore mieux parce que ça va être du temps de gagner, mais si vous avez déjà une application existante et que vous voulez la migrer en fait vers cette optique-là, c'est possible. En fait, vous pouvez le faire. Ça va se passer en 2 étapes. La première, c'est de vous dire que à partir de maintenant, en fait, toutes les nouvelles fonctionnalités que vous allez ajouter, vous allez les faire en sorte qu'elles respectent ces nouveaux principes. Donc vous allez pouvoir commencer à rajouter des nouveaux éléments qui suivent ce principe-là. Ça va être la première étape. Déjà pour vous familiariser avec ces différents concepts, et ensuite pour pouvoir commencer à installer des petites briques par-ci par-là qui utilisent cette nouvelle approche. Et dans un second temps, ça va être de vous dire, je reprends des anciennes fonctionnalités et je vais commencer à les reprendre, les modifier pour les éclater potentiellement en des petits composants beaucoup plus spécialisés. Donc la responsabilité unique, l'inversion de dépendance, pour pouvoir migrer en fait votre code legacy, voilà, vos anciens composants, vers cette nouvelle approche. Et ça, vous pouvez le faire petit à petit. C'est-à-dire que les 2 approches peuvent cohabiter. Vous pouvez prendre le temps en fait d'améliorer la structure générale de votre application petit à petit et petit bout par petit bout. Voilà. Donc si vous avez déjà un projet existant, gardez la pêche, vous avez la possibilité d'appliquer ces principes à partir de maintenant et de migrer petit à petit l'existant. Cette vidéo elle était un petit peu longue. On arrive au bout. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dans la prochaine de la série, donc la numéro 10, ça sera la dernière de cette série. Je vous parlerai de comment est-ce que vous pouvez faire pour optimiser le cycle de développement de votre application, quelle que soit la technologie immersive que vous allez utiliser. On arrive vraiment sur la fin du cycle, c'est-à-dire que vous avez développé votre application, vous avez continué de l'améliorer au fil du temps, et l'idée c'est de prendre du temps pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut encore améliorer ce process-là pour être de plus en plus performant. Merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois la vidéo jusqu'au bout. Mettez un petit like si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions ou des retours, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo et la playlist. Comme ça, vous pourrez apprendre à vos collègues comment bien développer une application en VR. Ça serait super sympa de votre part. Sur ce, je vous dis
portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!